Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Humain en entreprise, le rendez-vous qui met l'accent sur les ressources humaines et le bien-être en télétravail. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible et peu traité, l'addiction. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de vous partager le témoignage de deux invités exceptionnels. Gabrielle, ancienne addicte à la cocaïne, et Brice, consultant en addictologie. Grâce à leurs témoignages, nous explorerons certains mécanismes de l'addiction ainsi que les moyens pour les entreprises d'y faire face. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous pour un échange riche en émotions, en conseils et en astuces pour mieux comprendre et combattre l'addiction. Ensemble, œuvrons pour un monde professionnel plus humain et bienveillant, même à distance. Moi je suis freelance en copywriting pour rester général depuis 4 ans, à peu près 4 ans. Et je suis aussi ex-addict. Le produit avec lequel j'ai eu des soucis, c'était la cocaïne principalement, mais j'ai aussi consommé d'autres drogues comme la MDMA, les pilules d'ecstasy, du cannabis par moment, l'alcool et le tabac. Donc polyconsommation en général, quand on consomme des produits, on en a plusieurs sur le côté, surtout quand on parle de cocaïne, c'est souvent associé avec le tabac et l'alcool. J'ai décidé de sortir de l'addiction, en tout cas d'arrêter de consommer, de pratiquer l'abstinence il y a 4 ans, en 2019, quasiment jour pour jour. Donc voilà, aujourd'hui, freelance et ex-addict. Brice Trantron, je suis consultant en addictologie. Mon métier consiste, donc indépendant également, mon métier consiste à accompagner les entreprises ou les collectivités territoriales sur finalement des plans de prévention autour de la formation, de la prévention, du coaching individuel au manager ou au directeur, aux directions, sur cette question de la gestion du risque addictif. Voilà. Donc ça peut très bien être sur le milieu professionnel comme le milieu, on va dire, des civils, donc sur la prévention auprès des parents, sur la question de la périnatalité, des consommations pendant la grossesse, avant, après, autour des problèmes judiciaires, voilà, des conférences autour du numérique, l'addiction aux écrans, les grandes questions du moment en fait, autour de ces questions-là. Et puis plus généralement, on va en reparler, mais des produits les plus consommés en France, qui sont le tabac, l'alcool et le cannabis. Voilà. Et le petit add-on entreprise, la question des médicaments. En 2019, j'ai décidé d'arrêter. Donc là, aujourd'hui, je parle depuis quelqu'un qui pratique l'abstinence depuis 4 ans. La prise de parole qui arrive aujourd'hui, elle arrive dans mon parcours, justement dans la stabilité de cette abstinence, parce que c'est un engagement que je prends vis-à-vis d'une audience, vis-à-vis de moi-même. Euh, et moi, ça m'aide beaucoup de partager mon histoire et mon vécu, ça m'aide beaucoup à transmettre un message. Et donc, c'est un peu comme si quelqu'un allait faire du sport pour avoir confiance en lui, quelqu'un allait faire du théâtre pour se sentir vivant et avoir des relations sociales et s'améliorer, etc. Toutes des choses qui vont faire qu'on va gagner confiance en soi. Et moi, aujourd'hui, ma prise de parole, elle sert à ça. Alors, pour remonter maintenant presque 10 ans en arrière, je suis tombé dans l'addiction. En tout cas, j'ai commencé à consommer des drogues comme des drogues psychoactives comme la cocaïne et l'MDMA, le cannabis, vers l'âge de 18-19 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai un terrain familial extrêmement compliqué, avec violence physique, violence psychologique. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, c'était un terrain extrêmement stressant et que j'ai vécu avec une anxiété chronique de par les choses que je vivais chez moi. Cette anxiété, elle était logée dans ma poitrine, donc c'était vraiment un état de, comme si j'avais la poitrine qui était serrée, quoi, et avec un sentiment d'écrasement de ma personne, les épaules rentrées, la tête baissée, etc. Parce que chaque jour, je vivais des choses qui étaient compliquées à vivre. Euh, et donc j'ai eu ça de très 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 petit jusqu'à l'adolescence et puis arrivent les questions de l'adolescence dans quel monde est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à comprendre la réalité du monde, de la vie, pourquoi est-ce que tout est si difficile, pourquoi est-ce que tout est une épreuve toutes les questions existentielles mêlées avec cette anxiété. Donc
les soirées avec les copains, etc. arrivent, la rencontre avec l'alcool, mais pas spécialement je suis pas rentré dans l'alcool alors que tous mes potes buvaient énormément à l'âge de 16-17 ans. Moi, j'avais beaucoup de distance avec ça. J'ai commencé à fumer des cigarettes. Par contre, j'ai mis un pied dans les sorties, c'est-à-dire une habitude de sortir tous les week-ends, le vendredi, le samedi, à des soirées, à des événements, etc. Euh, et puis là, je passe un petit peu, mais de 16-17 à 19-20 ans, là, je fais des rencontres. J'ai une copine, une deuxième copine et des situations compliquées émotionnellement à vivre avec ces personnes-là, avec mes groupes d'amis. En fait, il y a énormément d'intensité émotionnelle et négative parce que je reproduis des schémas dans la vie réelle que je connaissais à la maison. Et ça, je me rendrai compte que des années plus tard. Et donc, en fait, c'est à un moment où j'étais dans un surplus émotionnel et une anxiété qui était devenue complètement ingérable, qu'à ce moment-là, je me suis tourné vers la drogue. J'étais dans une boîte de nuit, j'organisais des soirées. Tout le monde était rentré chez lui à 3-4 heures du matin et je demande à des gars, je savais qu'il en avait. Moi, j'en consommais pas et je connaissais pas de consommateurs jusque-là, mais je savais plus ou moins qu'il y avait une ou deux personnes autour de moi qui en avaient. Et je lui ai demandé son sachet de cocaïne et je suis allé me faire ma première ligne de cocaïne comme ça dans les toilettes de la boîte. Et donc moi, j'étais dans cet environnement-là avec une facilité d'accès aux produits et aussi le fait que socialement, c'était la norme puisque dans ce milieu-là, ça fonctionnait comme ça. Donc, c'était la porte d'entrée pour l'addiction, quoi. Moi, le terrain moi, de mon côté, tout le monde n'a pas le même terrain et les mêmes facteurs de risque pour l'addiction. Moi, c'était facteur familial, puis environnemental après, en étant au bon endroit pour avoir accès à tout ça, quoi. Et c'est aux alentours de 2017, et c'est à ce moment-là que je me souviens avoir commencé à dire, écoute, là maintenant, moi, ce mode de vie-là, ça me convient plus, quoi. J'ai envie de faire des choses de ma vie, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir des projets, et mon identité ne sera pas ad vitam aeternam celle d'un consommateur de drogue. L'ambition et mon ego, si tu veux, qui ont commencé à prendre le pas sur cet automatisme de consommation, etc. Et puis, ça a été un peu le point de départ vers après les prises de décision pour en sortir. En 2017, je découvre le freelancing et le fait de bosser sur Internet et je me dis, OK, ça c'est fait pour moi. Bosser à distance, c'est quelque chose qui va me convenir. Donc, c'est devenir freelance qui a été un peu mon objectif par la suite et c'est sur ça que je me suis accroché, quoi. Ce qui est certain, c'est que finalement, la consommation d'un produit ou le fait de s'ancrer dans une consommation de produit va dépendre d'une part de la personne, ce qu'est Gabriel en l'occurrence, ce qu'il a été, comment il a été construit, comment il a évolué lui, psychiquement, socialement parlant, en tout cas comment lui il s'est construit, donc ce qu'il est, avec une partie de capital génétique, avec une partie de capital social éducatif. Évidemment, un accès aux produits. Il parlait du milieu de la nuit, du milieu des rêves, etc. En milieu de travail, on va avoir un accès aux produits légèrement différent, même si, bon, on reste quand même sur des choses réelles. Et puis, le troisième point, c'est l'environnement. Évidemment que l'environnement est déterminant là-dedans. Être toujours dans un environnement où des gens consomment, c'est pas tout à fait la même chose que dans un environnement un peu safe, où les gens ne consomment pas, où finalement, c'est pas la mode, les us. 25 ans, l'année de mes 25 ans, j'ai eu deux problèmes qui me sont tombés sur la gueule, c'est-à-dire j'ai compris que j'étais sous emprise de ma mère et que j'étais addict à la cocaïne et aux produits. Donc à partir de ce moment-là, ma priorité, ça a d'abord été de régler le problème familial. Ça m'a pris plus ou moins 8 mois à partir du jour où j'ai compris, j'ai dû mettre des choses en place pour couper net et faire ce que j'avais à faire par rapport à ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre issue possible et il était temps, le jour où j'en ai pris conscience, il était temps pour moi de m'en séparer. Donc ça a été plus facile après émotionnellement de regarder les choses pratico-pratiques, quoi. Ok, maintenant c'est consommation de produits, etc. Et donc ça a été l'intensité des consommations s'est réduite à partir de ce moment-là. Il y a trois grandes raisons de consommer un produit ou de perpétrer un comportement. La question du plaisir ou de l'intérêt. Qu'est-ce que j'y perçois 8 Français sur 10 ont consommé au moins une fois de l'alcool l'année dernière. Pourquoi Tout le monde a plus ou moins la même raison. La question du plaisir, de l'intérêt.
La deuxième chose, c'est la question de l'imitation ou de l'intégration dans un groupe de personnes. La première cigarette se fait avec les copains du collège, du lycée. La première trace de coke va se faire, comme l'a dit Gabriel, hein, dans une idée d'intégration. Et puis, il peut y avoir aussi cette troisième cause qui finalement est celle qui va souvent pousser vers la question des conduites addictives, c'est la question de l'autothérapeutique. C'est-à-dire, je vais utiliser un produit pour soulager un mal-être ou un malaise intérieur. Et ça, finalement, cette problématique-là, ou cette consommation-là, va générer des problématiques parce que finalement, l'un va nourrir l'autre. Comme l'a dit Gabriel, il avait ces deux problématiques à gérer en parallèle, c'est-à-dire ses conduites addictives liées à la coke et finalement ses problématiques perso-familiales. Le fait d'en avoir résolu une, il l'explique lui-même, va l'amener à régler la deuxième parce qu'en fait, finalement, les deux vont jouer, vont faire une espèce de ping-pong. Tant que l'une n'est pas réglée, que l'autre n'est pas réglée. Et c'est notamment pour ça, hein, quand les personnes vont en soins, il n'est pas seulement réglé la question de la consommation, mais aussi les problèmes sous-jacents liés à la consommation. Est-ce que c'est les problèmes qui ont créé une dépendance ou est-ce que la dépendance va générer des problèmes? Les deux. Après, entre consommer une fois de temps en temps, de manière raisonnée ou de manière un peu déraisonnée et être en situation d'addiction, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une évolution et on va passer de la consommation qui peut être problématique. Quoi qu'il arrive, si c'est une drogue, notre corps va pas aimer. Mais s'il y a une prise, voilà, c'est pas tout à fait la même chose qu'être en situation d'addiction. Et on y reviendra sur finalement qu'est-ce que c'est que cette maladie, puisque c'est une maladie. Et finalement, même dans les impacts au niveau du travail, au niveau de la vie familiale ou sociale, c'est pas du tout les mêmes enjeux. C'est perpétrer un comportement, continuer à perpétrer un comportement, ne pas réussir à arrêter malgré les multiples tentatives d'arrêt, malgré les conséquences négatives. Alors, les conséquences négatives, elles peuvent être larges. Elles peuvent être de manière sanitaire, sociale, financière. On peut tout imaginer. Voilà, prenez quelqu'un qui est addict au tabac, quelque chose d'un peu moins niche, si je peux appeler ça comme ça, qui est consommé par un plus grand nombre de personnes. Quelqu'un peut très bien vous dire, moi, j'ai aucune conséquence du tabac, je gagne très bien ma vie, l'argent n'est pas un problème. Finalement, je ne vois pas le problème. Il y a quand même un problème, c'est que le tabac est mauvais pour la santé et qu'un fumeur sur deux en meurt. Donc finalement, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, si on est dans une situation de dépendance ou d'addiction à un produit, et finalement, c'est ne pas pouvoir arrêter avec ces conséquences-là. Donc effectivement, les personnes que je rencontre peuvent être très bien des simples consommateurs, des non-consommateurs, des ex-consommateurs, des personnes en situation d'addiction. Et finalement, l'idée, selon les missions sur lesquelles je vais être, ça va être soit d'informer, tout simplement, de donner de l'information, soit d'accompagner vers l'arrêt ou dans, on va dire, l'apparition de motivation. J'ai aimé ce qu'a dit Gabriel sur sa capacité, lui, à pouvoir s'auto-motiver. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a souvent entendu tonton René ou tata Henriette dire il n'y a que la volonté qui compte. Alors la volonté est certaine, c'est une évidence. Pour pouvoir changer, il faut le vouloir. C'est inconditionnel. Mais il y a quand même d'autres stratégies à mettre en place. Le changement peut être long. La temporalité est longue chez quelqu'un qui est en situation de conduite addictive. Et notamment par rapport au milieu de l'entreprise, ça c'est un élément clé, la temporalité. Le manager qui veut voir Gabriel devenir clean du lundi au mardi, en fait, c'est juste pas possible dans certains cas. Et donc, ce que disait Gabriel, c'est 4 années où finalement, il a fallu prendre du temps pour changer, passer de cet état de finalement tout va bien à finalement, je sens qu'il y a des trucs qui clochent, à je détermine des stratégies pour arrêter, qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends, qu'est-ce que je vais faire de mes pauses, qu'est-ce que je vais faire quand je vais croiser Henri, qu'est-ce que je vais faire quand je vais croiser tonton, qu'est-ce que mon rapport aux produits, etc., mes fréquentations, tout ça fait que finalement, je dois entamer des stratégies, poser des stratégies pour le changement. Certains y arrivent tout seuls et c'est tant mieux. Certains ont besoin de se faire accompagner et c'est tant mieux en France parce que on a quand même un super système de soins. Alors, je pense que c'est pas une question de tabou, c'est une question qu'on n'a pas envie de mettre le doigt dedans. Parce qu'une fois qu'on a soulevé cette question-là, c'est pas tout de savoir qui a une difficulté dans l'entreprise ou qui pose problème à son manager ou quel manager est en situation de conduite addictive, c'est comment on la gère. Et finalement, c'est plus ça qui pose problème en entreprise en réalité. Parce que se dire que Michel a une difficulté avec tel ou tel produit ou que Marie a une difficulté avec tel ou tel comportement, finalement, c'est pas bien compliqué.
c'est un échange, il peut y avoir un échange, il y a des on-dit, l'entreprise parle beaucoup, la rumeur parle aussi d'elle-même souvent, comment on y met fin, comment on la gère, etc. Et puis finalement, une fois qu'on le sait, comment on le gère en toute sécurité, qu'est-ce qui est de l'ordre du pro, qu'est-ce qui est de l'ordre du privé, comment le manager se situe là-dedans, comment les RH accompagnent les managers, comment les services médico-sociaux, quand il y en a dans l'entreprise, peuvent appuyer aussi cette question managériale. Tout ça fait que quand on n'est pas accompagné, et bien finalement, c'est assez compliqué à mettre en œuvre en entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Des personnes qui sont problématiques en entreprise, on en connaît tous. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'ils passent d'un manager à un autre, jusqu'à temps que ce manager craque, et puis à un autre, et puis à un autre, jusqu'au licenciement, enfin à l'avertissement, au licenciement et aux procédures diverses et variées, parce que des absences arrivent, des retards arrivent, des problèmes de comportement. Et finalement, on ne va pas forcément aider la personne, on va aider l'entreprise en licenciant la personne, mais finalement, on se retrouve avec une personne en situation de maladie qu'on n'a pas aidée. Est-ce qu'on ferait pareil à quelqu'un atteint d'un cancer ou d'un virus quelconque ou d'un handicap? Non. Mais sur la situation d'addiction, ça peut nous toucher de manière personnelle. Ça peut être aussi très impactant pour l'ensemble du collectif de travail. Et on a souvent tendance à penser qu'il ne faut pas aller sur le terrain des addictions parce que ça relève que du domaine du privé. Or, ça relève aussi du domaine de l'entreprise que d'accompagner ses collaborateurs, rien que dans une obligation de sécurité voilà, et de prévention. Dans le monde merveilleux de l'entreprise et du management, j'ai plein de choses très théoriques et à mettre en pratique, hein, très faciles. Le truc, c'est qu'on se retrouve confronté à l'individu et à l'humain. Euh, la première chose à se dire, c'est qu'en présentiel, on voit la personne et quelque part, ça nous rassure. On ne la voit pas boire devant nous, on ne la voit pas. Et même si on sait que telle ou telle personne a un problème de boisson, telle ou telle personne consomme des anxiolytiques, du cannabis à la maison, c'est à la maison et finalement, en termes de responsabilité, quand je suis manager ou collègue, finalement, ça ne me concerne pas trop. Depuis notre Covid, le télétravail s'est accentué, voire même maximisé, et ce qui a fait apparaître des nouvelles problématiques managériales, c'est-à-dire comment je fais pour gérer mes salariés à distance et quel finalement cadre de travail je mets collectif pour aussi assurer cette sécurité auprès de mes salariés. Tu me demandais quels sont les leviers pour agir ou comment repérer. Finalement, ce qui est relativement facile et dur à la fois, c'est de connaître son salarié. Je suis manager ou je travaille dans ma boîte depuis quelques mois, quelques années. Je connais mes collègues, je connais Marjorie, je connais Gabriel, et donc je sais comment ils sont. Ils sont peut-être vifs, ils sont peut-être mous, ils sont peut-être enjoués, ils sont peut-être drôles. Et finalement, on est tous plus ou moins pareils. Alors, on a des coups de mou, des coups de vif, mais en tout cas, on est tous plus ou moins pareils. Ce qui doit alerter les managers, c'est le changement de comportement. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours très enjoué et qui, du jour au lendemain, va finalement être terne. Quelqu'un qui était toujours ponctuel va souvent arriver en retard. Quelqu'un qui n'était jamais absent va avoir beaucoup d'absences injustifiées. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est en situation d'addiction, mais en tout cas, ce changement de comportement doit indiquer au manager ou au collaborateur finalement que quelque chose cloche. Donc, c'est cette idée finalement de repérer. Ce n'est pas tant de repérer ou de poser un diagnostic sur ce que consomme la personne ou la maladie qu'elle a. Le manager, les RH ne sont pas du tout là pour ça. Par contre, c'est dans le cadre de travail qui a été posé collectivement, est-ce que Gabriel, Marjorie, Brice, est-ce que tous on tient ce cadre et quand on en sort, comment on fait pour faire en sorte que la personne rentre dedans? C'est cette idée-là, garantir la sécurité de chacun. Donc ça, c'est important. La deuxième chose que j'aimerais dire sur la question du repérage, c'est que c'est clé. Pour une personne qui est en situation d'addiction, Gabriel nous parlait de son déclic. Son déclic, ça a été cette soirée qui s'est mal terminée. Un déclic pour un salarié, ça peut aussi être l'intervention de son manager. Ne pas laisser faire. Ça ne veut pas dire tu dois arrêter de boire, tu dois arrêter de fumer, tu dois arrêter de consommer, etc. Non. L'idée, c'est de se dire j'ai remarqué que factuellement, tu es en retard, tu es absent, tu as été insultant avec tes collègues, la productivité baisse. Je ne sais pas, des choses très factuelles en tout cas. Ça peut être aussi un déclic. L'idée, ce n'est pas d'enfoncer la personne, mais c'est de lui dire attention, tes consommations font que tu sors du cadre. Voilà. Ça peut être une pièce supplémentaire. Je ne connais pas beaucoup de managers et j'en ai pas beaucoup rencontré qui ont envie de mener cet entretien-là. D'où aussi l'utilité de travailler en amont avec les RH sur cette question-là pour les managers. J'ai Gabriel qui est arrivé encore une fois lundi matin, pas dans son état. Je ne sais plus par quel bout le prendre, je ne sais pas quoi faire. Les collègues sont impactés, tout le monde est obligé de faire son taf, etc. Finalement, comment on pourrait faire? Voilà. Sans pour autant que ce soit le RH qui mène l'entretien, puisque l'idée, c'est aussi qu'il y ait de l'échange dans l'équipe.
Donc ça peut être le manager, mais je pense qu'il y a une véritable utilité à ce que les RH soient accompagnés et accompagnants dans cette démarche managériale. Et puis, poser un cadre collectif. C'est-à-dire, OK, depuis tant de temps, ça ne marche pas, ça ne va pas. Comment on peut faire pour qu'ensemble, ça aille mieux? Voilà. Alors, moi, je suis manager, je ne vais pas m'occuper de ta situation de dépendance, que j'entends. Je peux te donner de l'information, je peux t'orienter vers le médico-social de l'entreprise, aucun problème, je peux te donner les contacts. Par contre, moi, ce qui m'attache, c'est comment on travaille bien dans l'équipe. Et donc, on peut créer un cadre ensemble qui, pendant une période, finalement, va accompagner la difficulté du salarié. Gabriel dit, moi j'ai envie de m'en sortir, je vais être aidé par-ci par-là ou je vais le faire seul. Par contre, effectivement, c'est un peu dur. Est-ce que l'entreprise est en capacité de pouvoir entendre ça et pendant un temps pouvoir accompagner un salarié malade en fait? Et même, j'ai envie de dire, face aux événements de la vie, c'est-à-dire que demain, un collaborateur perd sa compagne, perd son enfant, perd sa mère, perd son père. Dans quel état psychologique va-t-il être quand il va retourner au travail et de quelle manière, finalement, de manière ponctuelle, plus ou moins ponctuelle, on va accompagner cette personne dans une nouvelle dynamique, en fait. Voilà. Alors, ce n'est pas à l'entreprise de gérer les problématiques personnelles des salariés, certes, mais il peut y avoir aussi un accompagnement qui peut être fait pour le bien-être du salarié comme pour le bien-être de l'entreprise, en fait, en réalité. C'est du gagnant-gagnant dans cette idée-là. Et c'est impossible d'avoir de la compassion, de l'empathie pour un addict si on n'a pas compris ce que c'était que l'addiction. Donc je pense que dans les premières choses, que si j'étais, tu vois, à la tête d'une boîte ou que j'étais dans un groupe, maintenant en connaissant l'addiction, la première chose que je ferais, c'est d'informer et de créer des événements, de créer de faire intervenir des personnes, mais parce que je sais qu'il y a énormément de choses, il y a la sécurité, l'hygiène, enfin, il y a plein de sujets à comprendre, etc., à se former. Euh, et je pense que l'addiction est un sujet qui devrait faire partie de ce panel de formation. Parce qu'on comprend, bah, voilà, on est moins dans le jugement et moins dans la répulsion, quoi. Donc là, l'éducation par rapport au sujet me paraît être un élément extrêmement important et celui qui apporterait les plus gros résultats avec, entre guillemets, le moins d'investissement, quoi. Travailler sur ce sujet-là en pluridisciplinarité va fatalement améliorer la qualité de vie au travail. C'est-à-dire de quelle manière on va gérer une situation difficile, ponctuelle ou récurrente, hein, peu importe, parce qu'on a parlé de temporalité, il peut y avoir des situations ponctuelles. On parle d'absentéisme, on parle d'accidentologie, on parle de chaîne des responsabilités. Quand on va aller regarder les causes des accidents, on va aller voir l'accident de voiture, la chute de plein pied en entreprise, qui est la plupart du temps. Et finalement, on ne va pas essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la chute de plein pied ou l'accidentologie ou l'accident de voiture. Et 20% des accidents du travail sont liés à la consommation de prod, la plupart dus à l'alcool. Hein. On est en France, si on était en Arabie Saoudite ou au Jamaïque, on aurait d'autres problématiques, mais en France, on a ça. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte, c'est que dans un système de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, il faut prendre en compte cette problématique-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je suis complètement d'accord avec Gabriel, il faut ouvrir le sujet et déculpabiliser les gens. Ça ne veut pas dire minimiser, mais déculpabiliser et enlever le tabou. On a, avec un truc en plus, hein, sur l'égalité homme-femme, ça touche tout le monde, la question de l'addiction, mais la question du tabou et notamment l'alcool chez les femmes c'est vraiment un vrai sujet en soi, avec une culpabilité supplémentaire, voilà, par rapport à la place de la femme dans la société, à la vision qu'elle renvoie à l'autre, etc. Il y a plein de choses qui se jouent là-dedans. Et donc la question des addictions chez les femmes est centrale. Une autre question aussi centrale, c'est la place du manager, du directeur, du RH, ou en tout cas de la personne en responsabilité par rapport à une situation dite de faiblesse, d'addiction. Et donc, qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que je ne veux pas montrer, et finalement, voilà, comment je gère ma problématique, moi, en tant que responsable. L'idée là-dedans, comment en tout cas moi je travaille, c'est accompagner cette direction, accompagner les entreprises sur des plans globaux, c'est-à-dire finalement poser le diagnostic de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez en interne qui fait que c'est positif? Qu'est-ce qui fait que c'est négatif? Quelle culture il y a du dialogue, de l'échange? Est-ce que vous avez du médico-social? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas? Comment ils ont été traités? Finalement, poser les diagnostics de tout ça. Et de ces diagnostics, de ces réflexions collectives et pluridisciplinaires, c'est mettre en place un plan de prévention. Comme on pourrait le faire dans n'importe quel domaine, finalement, c'est poser ensemble un plan de prévention. Ça peut être former les managers et les RH sur la gestion des situations complexes. Voilà, des formations d'une journée, de 2 journées. Ça peut être accompagner le médico-social sur finalement
quelles sont mes ressources en interne, quelles sont mes ressources en externe, et former sur ces questions-là, parce que tous les médecins du travail ne sont pas forcément compétents sur la spécificité des addictions. C'est un tout petit champ en réalité, qui prend beaucoup de place dans l'entreprise, mais finalement c'est tout petit. Et puis c'est faire de la prévention et, comme disait Gabriel, former, informer en fait. C'est ça la réalité. Et ça peut se faire sur l'ensemble des collaborateurs. Et finalement faire descendre des choses, mais aussi faire remonter. En fait, il y a un triptyque là-dedans dans la formation. Il y a organisation syndicale ou déléguée du personnel, direction et finalement médico-social. Et dans ce triptyque-là, on doit finalement essayer de travailler en pluridisciplinaire pour essayer de trouver des solutions qui sont valables pour une entreprise, mais pas forcément déclinables pour toutes. Il y aura des choses qu'on ne peut faire qu'à tel endroit et qu'on ne fera qu'à tel endroit. Quelqu'un qui démarre dans l'addiction va pouvoir avoir ce réflexe de se dire « Ah ben ouais, le Covid c'était stressant, le télétravail c'était stressant, hop, je vais prendre un médicament une fois de temps en temps parce que j'ai compris que ça marchait pour calmer cet événement-là. » Et puis le problème, c'est que des fois, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, progressivement, ben, on installe cette habitude-là. Et puis un jour, un médicament, c'est pas assez, donc on en prend 2, et puis on en prend 3, puis 4. Et puis 3-4 ans après, on se rend compte que on est dans l'addiction. C'est pour ça que je parle de ça ici, spécialement dans le télétravail, parce que je suis certain que c'est arrivé à certaines personnes et qu'il y en a qui ne se rendent même pas encore compte qu'elles ont une consommation problématique avec un produit ou même avec un comportement. On a eu une tendance en France, mais dans le monde de manière générale, et notamment sur la question des addictions, à voir l'éducation comme, d'une part, on fait peur, d'autre part, on ordonne. Et notamment chez les jeunes, mais chez les moins jeunes aussi, c'est assez contre-productif en réalité. Dire aux gens que fumer tue, ils sont au courant, pourtant ils continuent de fumer, particulier quand même. L'être humain est particulier parce que ça joue des mécanismes chimiques, parce que ça joue des mécanismes psychologiques, et que finalement, cette question de la consommation, elle n'est plus sur une question de l'envie, elle est sur une question du besoin. Et que finalement, c'est plus quelque chose de voulu, c'est quelque chose de subi. Et vouloir faire changer quelqu'un tout de suite ou en fonction de ses propres représentations, c'est pas connaître la maladie en réalité. La maladie, c'est quelque chose qui s'est installé, qui répond à des besoins chez la personne et qui est, sans la motivation de départ, le déclic ou finalement cette espèce d'ambivalence qu'on peut avoir, ce produit il est top, il m'apporte plein de trucs, mais en même temps il y a des choses qui vont pas avec, tant qu'on n'est pas dans ce registre de l'ambivalence qui concerne la plupart des gens en situation d'addiction en réalité. La plupart des addicts sont dans ce registre de l'ambivalence, même si des fois il y a une forme de déni, mais le déni est plus amené par finalement l'opposition qu'on va amener à son interlocuteur. La mère qui va dire à son enfant « tu fumes trop de cannabis, regarde, tu as trop de problèmes », je prends des grands stéréotypes qui parlent, quelle va être la réaction de l'adolescent? Il va finalement, au lieu de se rapprocher pour gérer la situation, va s'en éloigner. Et finalement, ça va être la même chose dans l'entreprise. Cette question du déni, ça va être Michel, vous avez un problème avec l'alcool, demain, il faut que vous arrêtiez de boire. Alors, quelle va être la discussion en face de ça? Quelle va être, face à quelqu'un de véhément, comment on va vouloir répondre par la véhémence? Attention tout de même à la question du déni, ce n'est ni au manager, ni au RH, ni à la direction de gérer cette question-là. La question de la consommation de produits, peu importe laquelle elle est, ou en tout cas la question de la problématique personnelle n'est pas gérée par le manager. Le manager a à gérer la problématique due au cadre professionnel, mais c'est au médico-social, quand l'entreprise a la chance d'en avoir, de gérer cette problématique-là. À la médecine du travail. Alors, la médecine du travail, ce qui est compliqué, c'est quand elle est externalisée, est-ce qu'elle est en capacité de pouvoir accueillir des personnes? Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une association qui bossait pour La Poste et pour Orange, 2 gros groupes avec du médico-social à foison, avec des assistantes sociales, des médecins, des infirmières du travail et d'infirmiers du travail qui étaient formés par nous, pour le coup, sur la question des addictions et qui, du coup, étaient dans la captation et le travail, finalement, d'échange avec les managers. Et donc, cette question du déni, elle était travaillée avec le médico-social dans le secret professionnel ou le secret médical. Voilà. Je pense, comme dans tout type de prévention, que la question du déni, elle doit être sur le système de l'informatif. Je donne de l'information aux gens et je les rends acteurs de leur propre santé. Tu n'as pas envie d'arrêter, je ne te demande pas d'arrêter. Par contre, voilà, l'entreprise se doit d'apporter de l'information. Et finalement, pour certains, j'aime bien ce petit truc, une espèce de petite lumière. Voilà. J'ai eu la lumière. Ça fait 25 ans que je fume, mais finalement, c'est peut-être le moment. L'entreprise m'offre la possibilité sur un mois sans tabac, une action mois sans tabac,
un mois de janvier, Dry January, porté par l'entreprise, des trucs très good vibes comme ça. Finalement, l'entreprise me donne la possibilité de faire autrement. Voilà. Elle me dit pas, t'es un vilain consommateur, t'es un addict, t'es un pochetron. Non, elle me dit, ben, cette situation existe en France. Et finalement, par des actions de prêt, de formation, d'information, eh ben, pourquoi pas faire évoluer moi mes propres comportements. On en est là, en fait, sur le changement de comportement. On ne peut pas tirer quelqu'un. On peut l'accompagner sur un chemin pour imaginer un peu le truc, mais on ne peut pas le traîner. Parce que finalement, enfermer quelqu'un pendant 3 semaines, un mois dans une salle, les mains ligotées pour pas qu'il consomme, c'est possible techniquement de le faire. Hein. Enfin, en termes de loi, plus facile au Vietnam qu'en France, mais c'est pas constructif de le faire parce qu'en réalité, même si sa dépendance physique était terminée au bout de 3 semaines, un mois, tout côté psychologique, habitude de vie, comportementale, finalement ressurgiront. Et donc, obligé, ça ne marche pas. Accompagner, informer, éclairer, et finalement faire peser la balance de l'ambivalence, c'est ça qui va accompagner. Encore une fois, est-ce que c'est le rôle des RH et des managers? Moi, je ne le pense pas. Par contre, le rôle du hiérarchique, c'est d'amener de l'information peut-être, ou en tout cas d'orienter vers les bonnes personnes. Chacun dans ses bons rôles et ses bonnes postures, et finalement, c'est aussi cette idée du gagnant-gagnant. Le manager n'a pas à rentrer dans le perso, et le salarié n'a pas à déballer sa vie. J'ai aimé ce que disait Gabriel tout à l'heure sur l'empathie. Attention à l'empathie managériale. Ne pas confondre l'empathie, la sympathie et faire attention à ne pas être happé par la maladie aussi. C'est-à-dire ce côté, ok, j'ai trouvé Marjorie qui m'écoute et donc je vais lui déballer tous mes problèmes. Marjorie n'est pas psychologue ni assistante sociale. Donc c'est aussi se protéger en tant que manager et puis recadrer aussi la personne dont finalement on est en milieu d'entreprise, on se connaît depuis 20 ans certes, je t'apprécie certes, mais moi ça me met en difficulté. Voilà. Donc c'est chacun ait son bon rôle et sa bonne posture, ça c'est extrêmement important. Profil comme moi, on retrouve rarement en entreprise parce qu'ils sautent à bord en général. Moi, j'aurais pas pu tenir 5 jours semaine dans une entreprise, c'était impossible. J'aurais eu des emmerdes, je me serais fait virer ou tu vois, moi je faisais plutôt partie des profils qu'on trouve plus en entreprise. Mais j'aurais très bien pu être en entreprise les premières années et avoir de l'information sur qu'est-ce que c'est que l'addiction, quelles peuvent en être les causes, quels sont les facteurs de risque, etc. De manière bienveillante, ça m'aurait peut-être aidé ça m'aurait peut-être aidé quoi. Si l'entreprise n'a pas le rôle de gérer la partie du soin, en tout cas pas dans son modèle traditionnel, le bénéfice humain est concret et dépasse aussi ce rôle de l'entreprise économique, etc. On arrive vers un combat, tu vois, le fait de prendre soin de ses salariés, de prendre soin de leur santé mentale. On arrive dans quelque chose comme pour l'écologie, quoi. Les entreprises aujourd'hui, elles s'engagent pour l'écologie. Ok, c'est lié à des facteurs économiques, etc., à des logiques de croissance et stratégiques. Mais il y a aussi une volonté de changer les choses et des fois de faire des investissements qui vont rapporter un petit peu moins, mais qui vont faire du bien à la planète, à l'environnement, aux collectivités locales autour de nous parce qu'on va les appeler plus souvent, etc. Et je pense que l'addiction doit rentrer dans le même cadre au niveau de l'entreprise, dans une volonté, ok, factuelle, connectée aux chiffres, aux résultats, à la croissance, tout ce qu'on veut, mais aussi dans une vraie volonté humaine, quoi. Les ressources humaines, si on me dit que c'est pas leur rôle, alors il faut changer leur nom. Les entreprises vont pas avoir le choix parce que là, on est arrivé un petit peu au bout de quelque chose. On se rend compte que dans les boîtes, on peut plus faire travailler les gens comme on le faisait il y a 50 ans, c'est-à-dire pas de conscience de qui ils sont, pas de développement à l'extérieur de l'entreprise. On se contente des vacances 1 ou 2 fois par an et de la petite voiture et du chien avec sa niche dans le jardin. On n'est plus du tout dans ce genre de schéma, encore moins avec ma génération et encore moins avec la génération qui arrive derrière. Donc ces questions de sens et de possibilité pour l'employé de se connecter à des choses qui font du sens pour lui, à des réalités de la vie qui le concernent, etc. Ça va être inévitable. L'addiction est intégrée dans cette nouvelle façon de gérer et dans le care, quoi, dans ce qu'on appelle le care aujourd'hui. Au mieux ce sera, quoi, parce que après venir faire greffer des choses, peut-être que ce sera moins évident, mais en tout cas le prendre en compte tout de suite et dire que l'addiction bah, oui, ça fait partie du reste, quoi. C'est pas un truc qu'on laisse de côté et qu'on traitera plus tard. Personne en situation d'addiction, c'est 50 personnes touchées autour. Le privé, le pro, etc. Donc c'est aussi
gérer l'impact que ça peut avoir sur le collectif de travail, au-delà même de la production. Quel impact ça a sur le collectif de travail? Le fait que Marjorie doive remplir les tâches de Gabriel quand il n'est pas là. Quel impact ça a sur la vision de l'entreprise? Et finalement, si demain on fait du drug washing comme on a fait du greenwashing, j'ai envie de dire peu importe tant qu'on aborde la problématique. Après, j'en ai vu des milliers, des actions de prévention ou de formation en entreprise. J'ai vu l'atelier santé bien-être avec des bruschettas, un massage, un peu de sophrologie et du kiné. Très bien, c'est très agréable. Est-ce que ça modifie en profondeur les comportements et les agissements des salariés et des managers? Je ne le pense pas. C'est une bonne journée, c'est chouette. Et c'est bien de pouvoir parler de santé de manière au niveau 1. Si on veut vraiment traiter la problématique de manière profonde et ne plus être un simple contremaître mais un manager, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, j'aime bien cette différenciation entre le contremaître qui va juste parler de productivité et le manager qui va englober l'être aussi, ou les êtres qui sont autour de lui. Et bien finalement, on va travailler sur comment manager ces situations complexes, comment faire quand je suis salarié et que j'ai un collaborateur qui me semble être dans cette situation-là, vers qui m'adresser quand moi je suis collaborateur et que finalement j'ai une problématique. Et il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est la différence entre les produits standards et les stupéfiants. Gabriel nous parlait du Valium ou de la cocaïne, deux produits complètement différents. Si demain ton collaborateur, Marjorie, te parle d'une consommation de Valium, ok. S'il parle d'une consommation de cocaïne, c'est un produit stupéfiant avec des conséquences professionnelles sur des licenciements. Tu prends un collaborateur en train de fumer un joint dans le hall de ton bâtiment, il peut être en procédure de licenciement. D'accord? Donc il y a aussi cette question du tabou lié aux produits. Tel ou tel produit vont être plus ou moins bien vus. Okay, boire la coupe de champagne au pot de fin d'année, ce qui est interdit en entreprise, je le rappelle, c'est pas tout à fait la même chose que de taper un rail de cocaïne en termes de responsabilité et pour le salarié et pour l'entreprise. Donc toutes ces questions-là qui sont larges, qui sont multiples, sont à travailler et sont à travailler en profondeur. Ça prend pas énormément de temps en réalité pour une entreprise de mettre en place ces choses-là. Travailler sur 2-3 réunions en pluridisciplinarité pour savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chaque boîte, savoir ce qui est bien, savoir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, vers qui on peut vous orienter si vous n'avez pas, poser les bases et ensuite former, informer. C'est selon la taille de l'entreprise, des réunions, des formations d'une journée avec des managers dans la gestion des situations complexes et finalement il y a des parallèles qu'on peut mener entre l'addiction et puis les autres problématiques. Ça sera finalement les mêmes modus operandi, quoi, les mêmes façons d'opérer. Le petit côté bénéfique pour l'entreprise, c'est que d'une part, vous allez gagner de l'argent à mettre en place ces actions de prévention au sein de l'entreprise parce que moins il y a de personnes en difficulté avec des arrêts maladie, avec des consommations problématiques, plus finalement vous allez gagner de l'argent. De deux, vous allez pouvoir mettre en valeur ces actions là où à une époque il ne faisait pas bon vivre d'être dans une entreprise où il y avait beaucoup d'alcoolodépendants, par exemple. Aujourd'hui, il est quand même plutôt bien vu de mettre des actions de prévention et de prévention santé ou QVT au sein de votre entreprise. Donc, c'est des choses que vous pouvez mettre aussi en avant sur le top management, sur des reconnaissances ou des trophées d'entreprise. Et puis, le troisième point à prendre en compte quand même sur ces situations-là, c'est que ce ne sont pas forcément des personnes en situation de dépendance qui créent des problématiques en entreprise. La plupart de l'accidentologie, des problématiques, des mauvais comportements en entreprise sont dus à des consommations ponctuelles. En France, depuis des dizaines d'années maintenant, on voit une évolution quand même des comportements en entreprise. Là où le pot, le départ en retraite, l'anniversaire de Myriam était fêté et plus que fêté avec des consommations d'alcool, notamment, on voit quand même une évolution significative des comportements en entreprise sur finalement un respect de la loi. Notre société est devenue plus juridique, plus protocolaire, et de fait, les lois ont été un peu plus suivies. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Le deuxième truc très positif, c'est quand même, il faut le rappeler, que le travail est un environnement protecteur pour le salarié par rapport au chômage. Plus de personnes en situation de conduite addictive qui sont au chômage que de personnes dans l'entreprise. Même si l'entreprise peut être un facteur de stress, d'anxiété, de problématiques, tu parlais du télétravail et de la manière dont on l'a géré, ça a pu créer des choses chez les salariés, mais ça reste quand même un environnement protecteur. Donc, c'est bien de se jeter la pierre, c'est bien de voir ce qui ne va pas, mais il faut aussi rassurer les entreprises sur le fait que finalement, c'est un espace safe aussi pour le salarié de l'entreprise. Ça doit le rester, mais on doit s'améliorer dans nos pratiques parce que la société évolue aussi. Sur les produits comme sur les comportements, les jeux d'hasard et d'argent, les paris en ligne, le workaholisme, on n'en a pas parlé, mais l'addiction au travail, voilà, je ramène mon PC à la maison, à quel moment je décroche, etc. Toutes ces conduites addictives-là,
sont des nouveaux, entre guillemets, même si pas si nouveaux, mais en tout cas, sont des problématiques nouvelles à prendre en compte et qui sont de plus en plus prises en compte. Et voilà, ce premier épisode est à présent terminé. J'espère que le témoignage de Brice et Gabriel vous aura plu. De notre côté, on se retrouve en commentaire pour poursuivre l'échange. À bientôt!